Bonjour et bienvenue en phénomène d'échange 2, GBT 201. Aujourd'hui, les coefficients d'échange de chaleur. Je vous indique pourtant coefficient d'échange de quantité de mouvement, de chaleur et de masse. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Rappelez-vous, le facteur de friction, c'était défini comment? C'était défini comme un rapport entre la force de friction, là, c'est le taux W là, qui s'exerce sur la surface, et l'énergie cinétique du fluide. Okay? Où V, là, c'est une vitesse relative entre la vitesse du fluide et la vitesse de la surface solide. La surface solide, ça peut être une conduite, une plaque, une particule. Ça pourrait même être une surface liquide qui échange avec du gaz, hein, par exemple la surface d'une piscine, quelque chose comme ça. Donc, ce facteur de friction-là, c'est un facteur sans dimension. En transfert de masse, ça devient quoi? Ça devient le facteur H, le petit H qu'il y a là. Et le petit H, là, c'est en fait le rapport entre le flux de chaleur et la différence de température. Donc, on pourrait écrire H est égal à Q, petit q, le flux de chaleur, divisé par une différence de température entre l'objet et le fluide. On ne l'écrit pas comme ça ici, je l'écris en termes adimensionnels Nusselt. Okay? Nusselt, NU, c'est notre coefficient d'échange H, mais adimensionnalisé en le multipliant par une dimension, par exemple le diamètre si c'est une sphère, et en le divisant par la conductivité, attention, la conductivité du fluide. D'accord? On peut définir aussi de la même façon un coefficient d'échange de masse. C'est exactement la même chose. Le coefficient Kc, ce serait le coefficient d'échange de masse défini sur la base d'une concentration. Kx est défini sur la base d'une fraction molaire. Encore une fois, on le multiplie par une dimension. La dimension L, ça pourrait être par exemple le diamètre, si c'est une goutte de pluie. Là. Et divisé par le coefficient de diffusion, AB, qui est le coefficient de diffusion, donc d'une espèce dans l'autre, dans le fluide, encore une fois. Et SH, c'est le nombre de Sherwood. Donc, ces trois coefficients-là sont fonction de, d'abord et avant tout, la vitesse relative entre les deux objets. La vitesse relative, on la dimensionnalise, ça devient le nombre de Reynolds. Et c'est fonction d'autres choses aussi. Ça peut être fonction de l'orientation, de la géométrie, d'un paquet d'affaires, mais d'abord et avant tout, Reynolds. Si on vient au nombre de Nusselt, ben, le nombre de Nusselt, c'est fonction de Reynolds aussi, un peu de la même façon que le facteur F, mais on introduit aussi, c'est un convertisseur, hein, un convertisseur transfert de chaleur à transfert de quantité de mouvement, c'est le nombre de pentes. Dans le nombre de Sherwood, donc coefficient de transfert de masse, c'est le nombre de Schmidt qui fait la conversion du transfert de masse au transfert de quantité de mouvement. Rappelez-vous, on a vu ces nombres-là. Ces nombres-là, là, c'est un peu comme des convertisseurs universels. Là. On plug le nombre de Schmidt et il fait la conversion de la quantité de mouvement, du transfert de masse à la quantité de mouvement et prend de la chaleur à la quantité de mouvement. Donc ces trois nombres-là sont presque la même chose. Ils sont très, très parallèles, en fait. Et ils viennent d'où? Ils viennent de ceci. Ils viennent ce qu'on appelle une couche limite, là. Et là, la couche limite, elle est mieux illustrée comme ça. On met une plaque et on approche un fluide qui s'approche à gauche là, avec une vitesse uniforme. Il frappe la surface et évidemment, les molécules qui sont en contact ici doivent aller à la vitesse 0, doivent aller à la vitesse de la plaque. Et tranquillement, en s'éloignant de la plaque, ben, ils reprennent, en fait, ils vont à la vitesse du fluide. Cette épaisseur-là, la limite, là, on la définit habituellement comme étant l'endroit où on atteint 99%. On pourrait choisir un chiffre, là, arbitrairement, ça a été choisi 99% de la variation. Donc ici, on part à 0, on atteint 99% de la vitesse du fluide à l'extérieur de la couche limite. Vous voyez, elle est dessinée ici dans un beau dessin. Ici, c'est moi qui l'ai dessiné. Donc, quand on regarde cette couche limite-là, et qu'on regarde comment est-ce qu'on pourrait la calculer, ben on tombe sur des équations à la fin du livre de Bird. Et c'est des équations qui sont, avouons-le, là, monstrueuses. Il n'y a rien à faire avec ça.
Et il n'y avait rien à faire avec ça non plus à la fin du 19e et début du 20e siècle, lorsque Prandtl a proposé quelque chose pour résoudre ça. En fait, Prandtl, il s'est dit, la couche limite, elle n'avait pas été identifiée encore. Il y a une couche limite, et il a dit, ces équations-là, ben, on va les transformer en éliminant un paquet de termes. Ces équations-là, donc il les a ramenées à 2 dimensions, parce qu'il s'est dit, bon, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est une aile d'avion. Donc, une aile d'avion, c'est 2 dimensions. Et il a écrit comme ça un delta, qui était l'épaisseur de la couche limite, qui variait en fonction de x. Et donc, ça varie dans la direction y et ça varie dans la direction x. Cette couche limite-là est très, très mince. Hein? Très peu de variation dans cette direction-là par rapport à la variation qu'il y a dans cette direction-là. Ça, c'est quelques millimètres ici. Et on peut avoir donc quelques millimètres dans cette direction-là, quelques centimètres, décimètres ou même mètres dans cette direction-là. Donc, les équations qui découlent de cette simplification-là sont celles-ci. Okay? Il en manque une et il manque l'équation de continuité. Mais ça, c'est la conservation de la quantité de mouvement dans la direction Y, c'est-à-dire cette direction-là, et dans la direction X, la première en haut. D'accord? Même s'ils sont simplifiés beaucoup, ils sont encore vraiment monstrueuses. Là. C'est très, très, très difficile à résoudre. Et donc, et encore plus si on leur ajoute l'équation de continuité. Hein. Mais ce que Prandtl a fait, Prandtl, c'était pas un matheux. Hein. C'était pas un grand amateur des mathématiques. C'était un amateur des simplifications et du travail expérimental. Donc, ce qu'il a fait, il a dit, bon, ma couche limite, qui est représentée, par exemple, pour la direction X, ça, c'est celle-là qui va nous intéresser, qui est représentée par cette équation-là, ben, je vais la maltraiter beaucoup. Je vais remplacer les dv par des v. Okay? Je vais dire, la variation de vx dans la direction y, ça passe de u, ou de la grande vitesse, qu'on appelle v infini, à 0. Ah ben tiens, sur l'épaisseur y. Donc ici, il s'est dit, delta y, ben, c'est mon delta. Vx, la variation de Vx, c'est V infini. Donc, vous voyez, il a simplifié ça énormément. Donc, ce terme-là est devenu V infini sur delta. Il a fait la même chose pour tous les termes en faisant des approximations assez drastiques. Okay? Il a dit delta x, cette longueur-là, c'est L. Delta y, c'est delta. Delta, évidemment, c'est une fonction de x, mais c'est pas grave, on va y arriver, ça. Donc, il a transformé cette équation-là en une pseudo-équation. OK? Et après ça, ben, cette pseudo-équation-là, tout ce qu'il a fait, il a dit, ben tiens, il a additionné les 2 termes à gauche, ça me donne ça. Et il a dit, bon, ben ça, à peu près égal, on va dire c'est égal. Et on va aller isoler, par exemple, delta, il a déménagé ça, il a isolé delta sur L, delta carré sur L. Bon, delta carré sur L est égal à ça, il dit, ben tiens, ça serait plus pratique d'avoir delta carré sur L carré. Donc, il a divisé par L carré des 2 côtés, et regardez ce que ça donne. Delta carré sur L carré est égal à mu rho V infini L. Vous voyez? Rho V fois une distance sur mu, c'est un nombre de Reynolds. Donc, on prend la racine de ça et on passe à quoi? On passe à delta sur L qui est à peu près égal à proportionnel à 1 sur racine. Le 2, là, on s'y intéresse pas. C'est 1 sur racine de L, racine de Reynolds L qui nous intéresse. Et pourquoi? Parce que expérimentalement, après ça, on peut aller chercher, si on est capable de déterminer ça, on va le tracer en fonction de Reynolds sur L, de 1 sur racine carrée de Reynolds. En fait, Reynolds, dans ce cas-là, rappelez-vous, là, c'est une coordonnée, hein, c'est la coordonnée dans la direction axiale. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, bon, ben, on va aller tracer donc nos résultats en fonction de 1 sur racine de Reynolds. Et il s'est rendu compte, en fait, que la constante, là, c'était pas 1 sur racine de 2, mais 5. Ça n'a pas beaucoup d'importance. En fait, il a montré que l'épaisseur de la couche limite variait comme l'inverse de la racine carrée de la distance. Eh bien, tiens, dans le cas laminaire. Et il a fait la même chose dans le cas turbulent, et il a obtenu ceci. Okay? Et maintenant, donc, ce qu'on a, c'est qu'on a un outil pour aller voir la limite de cette couche-là. OK?
Maintenant, en transfert de chaleur, qu'est-ce qui se passe? En transfert de chaleur, il se passe exactement la même chose. Si on a un fluide qui arrive ici, qui n'a pas seulement une vitesse, mais une température différente de la plaque, il va se produire exactement le même phénomène, mais pas nécessairement exactement au même endroit. Eh bien, ça, on va voir ça à la prochaine capsule. Qu'est-ce que c'est que ce delta thermique-là par rapport à ce delta momentum-là?